Je vous remercie de vous être déplacés si nombreux. Un merci tout particulier à Nancy Houston qui vient nous rendre visite à Villetaneuse. Et donc, on va essentiellement parler du roman Ligne de faille, paru en 2006 aux éditions Actes Sud, et qui ont été couronnés par le prix Femina en 2006 également. Depuis, vous avez publié plusieurs romans. Votre œuvre est assez prolixe. Le dernier ouvrage publié aux éditions Actes Sud, il s'agit d'une sorte d'autobiographie, de roman autobiographique, en tout cas d'autobiographie sélective, intitulée Bad Girl, dont j'espère que nous aurons l'occasion de parler également. Mais comme on va aussi aborder un peu la pièce Ligne de faille tirée du roman, qui sera à l'affiche du Théâtre du Rond-Point le mois prochain, eh bien, le programme de cette séance est assez chargé. Alors, commençons par aborder le roman Ligne de faille. Bonjour d'abord. Plaisir d'être là. Alors, Ligne de faille est un récit choral à 4 voix qui correspondent à des personnages vivant à 4 périodes de l'histoire récente. Et ces personnages héritent d'une histoire familiale pleine de fractures, chargée de mystères et fragmentaires. Et comme les personnages, le lecteur ne sait pas tout. À charge pour la romancière de tracer la ligne entre les failles de cette histoire. Et dans le roman, c'est le personnage de Sadie, m'a-t-il semblé, qui tâche de reconstituer le récit des origines, sans pourtant tout élucider. Ses grands-parents, à Sadie, par exemple, sont canadiens. Or, ce personnage apprend que sa propre mère a vécu petite en Allemagne pendant la guerre. Le lecteur est exposé aux situations traversées par ces 4 protagonistes. Elle apprend que ce ne sont pas ses grands-parents. Et elle apprend que ce ne sont pas ses grands-parents. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut déflorer déjà tout le mystère de ce livre. Mais bon, il en reste encore une fois qu'on a tourné la dernière page. Donc, on peut être rassuré. Et de fait, le lecteur est exposé aux situations traversées par ces personnages. Et ces personnages sont aussi les narrateurs des 4 parties du livre, qui correspondent donc à 4 périodes historiques. Donc, on en est réduit à saisir les bribes de ce qui se passe à la hauteur de chacun de ces narrateurs qui sont âgés de 6 ans au moment des faits racontés. Et ce sont ces narrateurs enfants qui nous font voyager dans le temps, de 2004 jusqu'à 1944, à travers les générations, les pays, les langues, les cultures. Alors, les religions. Et les religions, tout à fait. Donc, je vais juste indiquer qui sont ces 4 narrateurs et puis vous donner bien sûr la parole. On commence par entrer dans le récit avec Solomon, en 2004, en Californie. Puis, on passe dans la situation traversée par son père, Randall, en 1982, au Canada, puis en Israël. Sa grand-mère, Sadie, au Canada. Et enfin, son arrière-grand-mère, Christina, en Allemagne. Donc, ce qui est assez déroutant dans un premier temps, c'est que ces personnages ont beau être des enfants de 6 ans, ils ne s'expriment pas dans une langue enfantine. Alors ma première question, consiste à vous demander pourquoi vous avez fait ce choix de confier la narration à des enfants. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de l'enfance et de peut-être améliorer la réputation des enfants dans la littérature parce que, en fait, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais 90% des romans de l'histoire humaine ont été écrits par des hommes qui s'occupaient très peu de leurs enfants en bas âge à l'époque. Maintenant, c'est différent, bien sûr. Et les femmes qui écrivaient des romans avaient à cœur de prouver qu'elles pouvaient être autre chose que mères, qui était leur destinée soi-disant inévitable et totale. Et donc, il y a une absence de personnages, exploration de personnages. Il n'y a pas une absence totale, mais j'ai souvent trouvé que les enfants étaient
traitée, montrée, représentée dans les romans de façon un petit peu superficielle, un petit peu caricaturale. Je pense à Kundera qui déteste les enfants, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur d'origine tchèque et qui se moque toujours de la manière dont parlent les enfants. Ils disent que des borborigmes et les parents s'extasient bêtement devant leur progéniture. Et j'ai toujours trouvé ça vraiment très, très blessant. Parce que, comme peut-être vous et d'autres, j'ai un rapport très fort à moi-même enfant. Je me souviens très bien de comment je vivais et sentais les choses. Et puis, j'ai toujours observé mes propres enfants et je ne les ai jamais trouvés stupides. J'ai toujours trouvé, je ne sais pas si vous êtes mère, Judith, mais j'ai toujours trouvé que les enfants, en tout cas, avant d'aller à l'école, poser des questions philosophiques les plus passionnantes, les plus importantes. Voilà, j'avais fait 2 livres avec ma fille, un livre avec mon fils, quand ils étaient enfants. Ils sont vieux maintenant, mais à l'époque, ils n'étaient pas vieux. Et l'un était sur la mort et l'autre était sur pourquoi on est soi, pourquoi je suis moi. Et c'est des questions philosophiques totalement importantes et tous les enfants y réfléchissent. Ensuite, quand on leur explique les choses de façon trop simple et qu'ils commencent à aller à l'école, ils commencent à prendre un discours, une autre attitude, une autre parole. Ils ont la parole du groupe ou la parole de la télé, etc. Mais quand ils sont petits, quand ils commencent à parler, ils sont vraiment tous, je crois, j'en suis sûre, des poètes. Alors c'est pour ça que j'ai choisi des enfants de 6 ans, aussi parce que c'est un âge très important dans ma vie à moi, donc je me suis dit que je pouvais retrouver cette sensation. Avant d'aller à l'école ou juste en commençant l'école, et je n'ai pas, c'est vrai, vous avez raison, je n'ai pas essayé d'imiter la manière dont parlent les enfants, parce que ça aurait été juste pénible pour moi et pour vous, mais j'ai essayé de respecter ce qu'ils pouvaient comprendre. Donc, de mettre en mots, ils ne tiennent pas d'immenses discours abstraits, bien sûr, ils ne parlent pas comme des enfants, mais ils expriment des pensées et des observations que les enfants peuvent exprimer. Et je peux vous dire que l'expérience d'écrire Ligne de faille donc ça m'a pris 1 an et demi à peu près. Je l'ai écrit d'abord en anglais, ensuite traduit en français, parce que les personnages étaient anglophones. C'était terrifiant parce que je me suis vraiment remise dans cette époque et j'ai eu cette taille-là. J'ai vu la réalité comme ça de hauteur de entrejambe adulte pendant tous ces mois et je trouvais que, oui, j'ai vraiment retrouvé une sorte de peur d'être à la merci de géants imprévisibles, parfois violents, et qui ont tout le pouvoir sur moi. Ce n'est pas des parents violents, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que les enfants, ils posent des questions, ils ne comprennent pas. Les adultes leur donnent des réponses souvent très contradictoires et même fausses. Et ils ont une perception de la réalité qui est aussi donnée par les adultes. Et peut-être qu'on peut déjà lire un passage du début du roman lorsque Sol parle de son prénom donné par sa propre grand-mère. À vrai dire, c'est Mamie Sadi qui a choisi mon prénom. Elle avait toujours regretté de ne pas avoir donné un nom juif à mon père. Alors, à la génération suivante, elle n'a pas voulu rater le coche une 2e fois. Et maman a dit qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient. Ma mère est quelqu'un de très accommodant. Elle veut que tout le monde s'entende et sans doute que Sol peut être un nom chrétien aussi. Je continue ? Oui. L'influence de ma grand-mère sur ma vie s'arrête là parce que par bonheur, elle habite loin de chez nous en Israël et je la vois presque jamais. Je dis par bonheur parce que mon père ne l'aime pas beaucoup, mais en même temps, elle lui fait peur et il n'ose pas vraiment lui tenir tête. Alors, il y a pas mal de tensions chaque fois qu'elle vient chez nous en visite, ce qui bouleverse ma mère. Dès que mamie Sadi a le dos tourné, papa devient soudain courageux et se met à la critiquer parce qu'elle aime tellement donner des ordres et se mêler de ce qui la regarde pas. Une fois, elle a même dit
que c'était la faute de sa mère si Aaron, son père bien-aimé, qui était un dramaturge raté, est mort à l'âge de 49 ans. Maman a dit que c'était absurde, qu'Aaron avait été tué par les cigarettes et non par son épouse. Mais papa a dit qu'il y avait un lien bien connu entre le cancer et la colère refoulée, ce dont je ne suis pas sûre que ça veut dire refoulée. Donc, vous voyez déjà, à 6 ans, l'enfant absorbe beaucoup d'informations et témoin des tensions familiales. Et ce passage, en fait, contient déjà en germe un certain nombre d'enjeux relationnels. Et ça me permet de vous parler d'un autre élément fondamental dans la construction du roman, c'est-à-dire que les épisodes sont rapportés à rebours. On commence en 2004 et on finit en 1944. Et je voulais savoir si ce choix narratif, c'est pour placer les personnages, le lecteur, au même niveau que les personnages qui ne connaissent pas tout et qui découvrent au fur et à mesure ce qui va constituer leur histoire familiale. Non, je ne dirais pas ça exactement. On n'est pas à la même place que les personnages. C'est plus comme un polar, en fait, ou comme une psychanalyse. Je ne sais pas. Si je vous mets sur un divan et je vous dis racontez-moi votre enfance et parlez-moi de vos parents et tout. Et puis, ah oui, donc je vais dire tout est la faute de votre mère. Et donc ensuite, je vais mettre la mère sur le canapé. Elle va me raconter sa vie. Je dis, ah, tout est la faute de votre père. Et donc, je vais mettre le père sur le canapé. C'est un peu ça. C'est essayer de voir comment les gens deviennent ce qu'ils sont. C'est vrai qu'il y a une sorte de secret qui est le moteur du livre et qu'on découvre seulement dans le dernier chapitre. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai écrit le livre dans l'ordre chronologique, mais en sachant que j'allais l'intervertir. Donc, j'ai commencé en Allemagne 1944 et j'ai écrit ensuite Toronto, New York, Californie. Mais je savais que j'avais envie que les gens se demandent mais qui est ce petit monstre, ce petit Saul qu'on vient d'entendre, d'où il vient, pourquoi il est tellement cinglé comme ça. Il a des côtés très pervers, très, très bizarres, même cruels à certains égards. Et voilà, donc ensuite, on commence à répondre à cette question-là et les réponses deviennent de plus en plus surprenantes, je pense, oui. Mais personne n'est qui il croit être. Oui, d'accord. Mais les personnages sont quand même un peu déterminés par ce qui les a précédés, ce qui a précédé les personnages. C'est ça. La naissance des personnages. Oui, ce n'est pas... on est déterminé jusqu'à un certain point, n'est-ce pas? Et Saul, sa folie ne vient pas de l'histoire qui se passe en Allemagne, parce que ça, c'est la lignée paternelle, alors que sa mère, Saul, est complètement cinglée aussi. Donc, tout n'est pas la faute de l'histoire allemande. Alors, vers la fin du livre, Christina, le personnage qu'on voit évoluer en Allemagne, fredonne une bribe de comptine, et comme c'est souvent le cas au courant du livre. Et à un moment crucial de son histoire, elle dit « Demain n'arrive jamais, mais le lendemain, oui ». Et c'est une phrase assez étonnante. Et je me suis demandé si on pouvait considérer que c'était une définition du roman, lieu du lendemain, où on reconstitue toujours l'histoire après coup. Alors que demain, ce serait un peu le lieu du théâtre, puisque c'est le lieu de l'immédiateté. Ce qui me conduit à parler de l'adaptation faite de Lignes de faille au théâtre par Catherine Marnas. Et à la scène, donc, est-ce que le fait de porter ce roman en scène lui a donné, selon vous, une autre dimension ? Puisque je vous ai entendu dire dans un entretien que vous-même, vous redécouvriez l'histoire comme si vous ne la connaissiez pas, vous étiez sujette à toute une série d'émotions. Donc, est-ce que ça jette une lumière singulière sur votre projet? Ce n'est pas exactement comme si je ne la connaissais pas, mais je dois vous dire sincèrement que c'est remarquable, l'adaptation qu'a faite Catherine Marnas. C'est presque impossible d'adapter un gros truc comme ça. Elle a fait une première version qui durait 7 heures. Et les acteurs ont appris tout
de ces 7 heures. Et donc, quand elle a coupé pour que ça tienne dans 4 heures, 4 fois 1 heure pour chaque personnage, en fait, les acteurs contiennent tout ce qu'ils ont appris et ça informe leur jeu, ça fait partie d'eux. En plus, ils ont lu le livre, donc ils sont vraiment imprégnés des histoires de leurs personnages. Et je crois que ce qui me bouleverse le plus, en fait, je l'ai vu 6 fois maintenant, je crois. Je l'ai vu dans différentes villes de France, nord, sud, est, ouest. C'est justement le rapport entre le réel et l'art, le réel et le récit. Parce que, je vous donne un exemple. Un des points de départ de ce livre, c'est la fin du chapitre Sol. Je vais vous le décrire en 3 secondes. Donc, j'étais un jour en Suède et quelqu'un de mes meilleurs amis venait de mourir. J'étais là pour ses obsèques. Et sa belle-sœur m'a raconté une scène incroyable entre elle et sa sœur, donc la femme de mon ami, où elles avaient 65 ans. Elles venaient de faire un rangement dans le grenier et elles étaient tombées sur une poupée de leur enfance, donc de 60 ans plus tôt. Et elles s'étaient disputées en s'arrachant la poupée, en se hurlant dessus, en pleurant pour savoir à qui était cette poupée. Et elle me l'a dit pas du tout comme une chose, elle revendiquait la poupée, elle l'a dit parce qu'on parlait de l'importance de l'enfance, justement, et que c'est toujours à vif, en fait. Ce sont des choses qui restent très présentes. Comme vous disiez, le demain est quelque chose d'immédiat. C'est plutôt le hier, en l'occurrence. Et voilà, c'était un des exemples pour moi de l'importance de l'enfance et de la nécessité de respecter ces choses-là. Et c'était... Donc, moi, j'ai pris ce récit qui venait de se produire dans la réalité. J'en ai fait un livre. Enfin, j'en ai fait une scène. Je l'ai mis sur une page qui a été saisie, qui a été imprimée, qui a été distribuée, qui est entrée dans les esprits des lecteurs comme des images, des voix qu'ils ont inventées. Et puis Catherine prend ça, elle le met en scène. Il y a une vraie poupée à nouveau. On sort des mots et on retrouve un autre objet, une autre poupée, mais qui est vraie, avec des vrais êtres humains, 2 femmes vivantes, en chair et en os, qui vont s'arracher cette poupée en pleurant sur scène devant vous. Voilà, et ensuite vous allez prendre ces images-là, ça va vous rester dans la tête et ça va circuler et faire partie de votre vie. Voyez ce que je veux dire, ça passe du réel au mot, au réel au mot, et c'est aussi ça, la circulation de la vie et de la culture. Mm-hmm. On peut voir un petit extrait de la pièce. Sol, 2004. C'est l'éveil. Dès que je sors du sommeil, je suis allumé, alerte, électrifié, tête et corps en parfait état de marche. J'ai 6 ans et je suis un génie, première pensée du matin. Mon cerveau remplit le monde et le monde remplit mon cerveau. J'en contrôle et possède chaque parcelle. Capable à 6 ans de tout voir, tout illuminer, tout comprendre. Mon seul défaut, j'ai ce grain de beauté sur la tempe gauche. Grand comme une pièce de 25 cents, rond et en relief marron et duveteux. Défaut minime, mais le corps est un temple. Et le moindre défaut doit être éliminé du temple de Solomon. Randall, 1982. Ce printemps, j'ai senti pour la première fois la forme d'une année quand
Les feuilles ont commencé à sortir sur les arbres. Je me suis rappelé très fort comme elles étaient sorties au printemps dernier. Je me suis dit tout étonné. Alors, c'est ça, une année. Personnellement, j'ai un lien spécial avec ma Mira parce qu'on a tous les deux la même tache de naissance, ronde et marron. La sienne est au creux de son bras gauche et la mienne elle est à la base du cou. Plutôt, elle est à mi-chemin entre le cou et l'épaule gauche. La mienne m'aide à chanter. La mienne me tient compagnie. C'est comme une petite chauve-souris perchée sur mon épaule gauche qui me chuchote des conseils à l'oreille quand j'en ai besoin. Sally, 1962. Tu as fait ton lit, Sadie? Oui, j'ai fait mon lit, Sally, et mérite donc de prendre mon petit déjeuner. Grand-maman se penche et effleure mes cheveux de ses lèvres. Elle s'est déjà maquillée, ne veut pas ruiner son rouge à lèvres en me donnant un vrai baiser. Je me demande d'ailleurs si elle sait ce que c'est. Sadie, combien de fois dois-je te dire de ne pas venir à la cuisine pieds nus? Il fait moins 20 dehors. Mais il fait 20 dedans. Elle ne veut pas se tromper cette fois-ci. Grand-papa et elle ont tout raté avec ma mère. Ils pensent qu'ils ont été trop laxistes et ils ne veulent pas commettre les mêmes erreurs avec moi, alors j'ai droit à la discipline. Elle n'avait pas envie de vivre avec ses parents. Alors pourquoi moi je dois le faire? La mauvaiseté est cachée tout au fond de moi. Mais il y en a un signe extérieur, à savoir un horrible grain de beauté marron de la taille d'une pièce de 5 sous sur ma fesse gauche. C'est une tare. C'est la marque de l'ennemi qui a présidé à ma naissance. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Wir wollen, dass dieses Volk ein friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Christina, 1944. Une myriade d'extase. Sidère-moi, je dis au monde, excite-moi, éblouis-moi, étourdis-moi, que ça ne s'arrête jamais. Je caresse souvent mon grain de beauté, là, au creux de mon bras gauche. Il est de la taille d'un sou, parfaitement rond et marron doré. Ah, ma peau à cet endroit est duveteuse comme la peau d'une pêche et j'adore la caresser. Alors, Susanna avait une question. Bonjour. Alors, je voulais savoir en fait comment s'est passée la collaboration avec le metteur en scène pour adapter votre roman au théâtre. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? On n'a pas travaillé ensemble. Elle a travaillé seule. Et en fait, il y a déjà 4 ans, je pense, je suis descendue à Gap parce qu'elle avait une résidence à Gap depuis longtemps. Et c'est là qu'elle a fait un peu la première mouture. Et j'ai vu la première moitié de la pièce, les 2 premiers chapitres, et c'était donc là déjà 3h30. Et j'étais bouleversée, j'ai trouvé ça magnifique, j'étais vraiment très, très impressionnée et émue. J'avais donc donné une sorte de feu vert, elle l'a pas saisi, elle s'en est pas emparée comme ça sans me poser la question. Mais je ne m'en étais pas occupée. Et là, j'ai dit, écoute, Catherine, c'est génial, mais ça va pas du tout. On peut pas faire un spectacle de 7 heures. Écoute, je vais t'aider, on va réduire et tout. Donc, elle est venue une fois chez moi. On a regardé juste le chapitre seul, le premier chapitre. On a mis quelque chose comme 4 heures. On a réussi à enlever quelques répliques ici et là. Et j'ai vu là à quel point elle avait travaillé. On peut ne pas faire de photos pendant le... Ça vous embête pas? Merci. À quel point c'était tuilé, très, très soigneusement, très tricoté. Et je ne pouvais pas enlever ça sans que ça change quelque chose ici. Tout était en parfait équilibre et harmonie. Et donc, j'ai dit, excuse-moi, non, je te laisse faire parce que je ne sais pas le faire. Je saurais pas le faire. Non, c'est elle.
Et vous avez vu, donc ça vous donne une idée de la teneur de la pièce. C'est très léger. En fait, il y a des centaines de toutes petites scènes qui sont... Et on glisse de l'une à l'autre par un tout petit changement de décor, projection d'images sur le sol qui change le lieu complètement. Une musique, voilà, et on est soudain 1962 ou 89, etc. C'est très, très beau. Et tout se passe autour d'une seule et même table de cuisine qui met en jeu en fait les tensions familiales. Et puis la metteur en scène explique aussi que les maquettes d'immeubles sont censées représenter le monde tout autour. Voilà. Et de même que dans le livre, en fait, même si on est tourné vers les histoires de famille, eh bien, ces familles sont toujours perméables aux influences extérieures et notamment aux conflits sociopolitiques contemporains de l'époque où vit seul en 2004 aux États-Unis pendant la guerre en Irak. En 1982, chaque enfant a une guerre. Chaque enfant a une guerre à gérer, oui. Dans sa tête. Et de fait, les parents de Randall, par exemple, vont s'écharper à propos de la guerre israélo-libanaise. Et ça va avoir une influence sur... cette guerre a une influence sur Randall lui-même, puisqu'il tombe amoureux d'une jeune fille arabe. Et il se croit victime du mauvais œil parce qu'elle le rejette lors du massacre de Sabra et Shatila, parce que toute sa famille est tuée à ce moment-là. Donc, alors, comme je disais, Sol aussi développe une sorte de syndrome de toute puissance parce qu'il est surprotégé dans une famille américaine qui veille justement à l'opérer pour que son grain de beauté ne se transforme pas en tumeur cancéreuse. Et je me suis demandé si ces personnages, finalement, peuvent être considérés comme des archétypes de leurs époques respectives, puisqu'ils absorbent un peu tous ces conflits. Enfin, moi, je n'aurais jamais inventé un personnage pour être spécifiquement un symbole de ceci ou de cela, mais automatiquement, en lisant, les choses deviennent des archétypes, ça devient une sorte de symbole. Et donc, je ne dirais pas que Sol représente les États-Unis. Quelqu'un m'a dit, je trouve ça très beau comme interprétation, que le fait de vouloir effacer ce grain de beauté sur sa tempe, c'était aussi l'effacement de la mémoire aux États-Unis, qu'ils sont toujours justement dans une sorte d'avancée vers le futur, etc. Et ils effacent leur passé au fur et à mesure. Et ça m'a assez plu comme interprétation, comme réflexion. Ensuite, ce qui était important pour moi, c'était vraiment la question de l'identité, la construction de l'identité. La même question, peut-être que je suis amenée à la poser toute ma vie parce que je suis en exil, enfin je suis expatriée, j'ai choisi de vivre dans une langue étrangère. J'ai été élevée par une Allemande. J'ai été baptisée 2 fois parce que mes parents étaient protestants, mais mon père a épousé en deuxième noces une catholique qui m'a élevée, qui a essayé de m'élever. Et donc ils ont décidé de devenir anglicans, alors que j'avais été méthodiste avant, donc j'ai été baptisée une 2e fois. Et si on est baptisé 2 fois, ça relativise un peu le truc, quoi. Ça veut dire, ah bon, donc c'est une convention, ça peut changer. Et chacun de ces 4 enfants, effectivement, va être exposé à une autre religion, à un changement de pays, à un changement d'identité. Surtout la dernière, la petite Christina, qu'on a vue à la fin, la petite blonde, qui pense à cette époque qu'elle est allemande, qui va ensuite penser qu'elle est polonaise, qui va découvrir qu'elle est ukrainienne, qui va devenir canadienne, et qui va chanter sans parole. En définitive. Pour ne pas choisir. Fanta avait une question justement sur les paradoxes et les changements de religion ou de position d'une époque à l'autre. Il faut parler dans le micro, Fanta. Comment est-ce
S'il vous plaît, c'est pour le... Merci. Comment expliquer que Christina a été placée dans une famille aryenne parfaite, mais que sa famille soit juive, mais que sa fille soit juive pratiquante? Désolée. Je peux répéter si vous n'avez pas compris. Oui. Alors, comment expliquer que Christina a été placée dans une famille aryenne parfaite, mais que sa fille se soit convertie au judaïsme et qu'elle soit pratiquante? Ah, oui. Donc, effectivement, Christina est élevée dans une famille aryenne. Elle n'a rien de juif. Et je pense que Sadie, sa fille, qu'on a vu donc à côté du piano, c'est un chapitre très, très touchant. Cette grande petite fille qui sent qu'elle a l'ennemi en elle, une sorte de mauvaiseté en elle, qui se sent rejetée par sa mère. Cette Christina qui ne va pas l'élever, mais la laisser avec ses faux grands-parents à Toronto. Eh bien, pourquoi est-ce qu'elle se convertit au judaïsme? Je crois que c'est lié, mais je n'ai pas envie non plus de trop révéler. Je crois que c'est lié à l'histoire de sa mère. Elle apprend donc que sa mère, elle croit que c'est la vérité. Elle apprend que sa mère est allemande et elle apprend que les Allemands ont exterminé les Juifs. Donc, elle va avoir envie de un peu racheter cette horreur en épousant un juif et elle va se convertir au judaïsme. C'est pour ça que Randall a qui part au début de ce chapitre-là. Donc c'est des choses, oui, si on peut se convertir, si on peut être adopté, si on peut déménager, changer de nom, qu'est-ce qui n'est pas changeable, quoi? Qu'est-ce qui n'est pas modifiable? C'est vraiment un peu ça le questionnement vertigineux de ce livre. On peut peut-être lire un tout petit passage justement à ce sujet. Donc, au moment où la mère où Sadie justement explique pourquoi elle a besoin d'aller enquêter sur la vie de sa propre mère. Oui, je sais, Aaron, dit maman, toujours sans élever la voix. Si je me répète, c'est que je n'ai pas encore dit la chose la plus importante. Et si je ne l'ai pas dite, c'est qu'elle me fait tourner la tête. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de la sœur d'Era. Era, c'est donc la blonde. Elle a 2 noms. Era, c'est son nom de scène qui chante en tant que chanteuse. Et sinon, c'est Christina. La sœur d'Era dit que si je viens la voir à Munich, elle me racontera tout ce qu'elle sait. Un lourd silence suit cette déclaration. Je ne regarde pas. Il a l'air désespéré et en plus, il a à peine touché à son repas, ce qui n'arrive presque jamais. La conversation a mis tout le monde mal à l'aise. En me dirigeant vers ma chambre sur la pointe des pieds pour ne pas attirer l'attention, j'entends pas qui dit à maman « Tu es tellement obsédée par la souffrance de ces enfants il y a 40 ans que tu ne vois pas celle de ton propre fils à tes côtés. Laisse tomber, c'est dit. Tu ne peux pas laisser tomber cette histoire. » « Non, je ne peux pas, dit maman. Tu ne comprends pas? Pour moi, ce mal n'est pas une espèce d'abstraction. Ça a à voir avec ma mère. Même maintenant, elle refuse de me parler de son enfance en Allemagne. Il lui a fallu 15 ans pour admettre que Yannick était un enfant volé, pas adopté. 20 ans pour cracher le nom de sa sœur allemande et celui de la ville où elle habite. J'ai besoin d'en savoir plus. Tu ne peux pas comprendre ça? J'ai besoin de savoir qui étaient mes grands-parents. Si on leur a donné un petit Polonais pour remplacer leur fils mort, ils devaient être des nazis, ou au moins dans les bonnes grâces des nazis. J'ai besoin de savoir. Merci. Alors, l'un des paradoxes dans ce roman, c'est que, par exemple, ce personnage de Sadie, qui est hantée par la question du mal, qui elle-même sent qu'elle a un ennemi intérieur qui l'oppresse en permanence, et elle va pourtant négliger son propre fils. Et Christina, sa propre mère, au contraire, qui a été placée dans cette famille allemande, eh bien, elle est choyée par sa mère, pourtant proche du parti nazi. Donc, vous avez voulu justement faire valoir ces... Mais c'est les contradictions de la vie. Tout à fait. Ouais. Oui, sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à faire de la littérature. Si les choses étaient simples et les gens qui ont des bonnes opinions politiques étaient sympas et les gens qui ont les mauvaises opinions politiques étaient des monstres, ça serait trop facile. C'est juste pas comme ça dans la vie.
C'est juste malheureusement pas comme ça, ou heureusement. Effectivement, Christina, vous avez vu la petite blonde, c'est l'enfant la plus radieuse des 4, alors qu'elle a été élevée dans une famille proche des positions, en tout cas qui, on peut dire probablement le père, le père c'est sûr fait partie de la Wehrmacht, le frère est dans les jeunesses hitlériennes, etc. C'est juste tout le monde à l'époque. C'est comme être scout, c'est comme... voilà, il n'y a pas le choix. On est dans l'armée ou on est derrière les barreaux. Hein. C'est pour les hommes qui ont l'âge de faire leur service militaire, ils le font. Et donc, c'est une famille qui est nazie, si on veut, mais elle est très, très attentive et aimante et proche. Et cette fille a un cadre dans lequel grandir. Elle est, même s'il y a aussi des conflits avec sa sœur, etc. Mais c'est quelque part, c'est moins schizophrène que le petit Sol qui a une famille soi-disant parfaite américaine où en réalité les parents sont en bisbille mais ils veulent pas le montrer et c'est un pays qui prétend incarner le bien dans le monde entier, la liberté, etc. et qui est en train de bombarder l'Irak, enfin qui a le plus grand budget militaire de l'histoire de l'univers. Et il essaie de réconcilier, enfin de comprendre. Il essaie de comprendre Sol parce qu'il est très intelligent. Donc, il essaie de régler ces différentes données complètement contradictoires et de dire, bon, ben, au moins, quand je serai grand, je vais résoudre tous les problèmes. Hein, parce qu'il a envie d'être une sorte de messie qui va résoudre les problèmes du monde. Et tous ces enfants sont très intelligents et sont souvent bilingues. Ils apprennent, par exemple, Christina, qui vit dans la langue allemande, apprend le polonais au contact d'un autre enfant qui est placé dans la même famille qu'elle. Randall va apprendre l'hébreu pour aller s'installer avec sa famille en Israël. Et vous-même, tout à l'heure, avez dit que vous écriviez, bon, vous êtes anglophone et parfaitement francophone également, et que vous écriviez d'abord, vous aviez d'abord écrit ce roman, peut-être que les autres aussi, en anglais avant de le traduire en français. Est-ce que ça... Alors pourquoi avoir fait cette démarche? Et puis est-ce que la langue, c'est pas aussi le territoire intérieur que vont s'approprier les personnages comme la romancière que vous êtes pour justement traverser toutes ces zones de conflit, de passer d'une culture à l'autre, passer d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre? Enfin, c'est plus facile pour moi de répondre à la première partie de votre question qu'à la deuxième. J'écris... En fait, ce que j'ai dit, c'est que les personnages parlent l'anglais, sauf Christina qui parle l'allemand. Au début, j'aurais pas pu écrire ça en allemand. Mais sinon, en général, j'écris mes romans, dans la langue que parlent mes personnages. Et ensuite, je le traduis dans l'autre langue. Et je traduis toujours avant de donner le manuscrit à mon éditeur parce que la traduction m'aide à réviser, en fait. C'est vraiment une sorte de contrôle de qualité. Je ne dis pas qu'ensuite j'ai un chef-d'œuvre, mais ça améliore. Ça améliore parce que quand on écrit un roman, même si on travaille des mois et des mois et des mois dessus, on le relit, on le connaît un peu par cœur. Et donc, on ne voit pas les défauts. On ne voit pas les répétitions, on ne voit pas les phrases mal bâties, on voit pas... Parce qu'on est complètement habité par cette musique et on commence à la connaître comme une chose nécessaire. Et puis, quand on essaie de la traduire, tous les défauts deviennent apparents. Et donc, ça, c'est utile. Ouais. Ça m'aide vraiment. Donc, j'ai toute une phase où je suis avec les deux versions et je passe de l'une à l'autre. Je corrige l'original, je corrige la traduction, etc. Ensuite, véritablement, est-ce que la langue est un territoire, etc. Je ne peux pas réfléchir à ça. Ce que je peux vous dire d'important pour moi, c'est que ce livre m'a amené à écrire un essai ensuite, qui est très important pour moi, un tout petit essai qui s'appelle « L'espèce fabulatrice ». L'espèce fabulatrice. Donc, si un jour, vous avez envie de regarder ça, pour
qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ces enfants de Ligne de Faille, cette réflexion sur l'identité, comment l'être humain est quelqu'un qui a besoin de se raconter des histoires et d'exister grâce à des histoires qu'on lui a racontées. Et c'est vraiment devenu un peu ma philosophie principale depuis, et grâce à ces gamins. Alors, il y a la langue qui a de l'importance, mais aussi la musique, il me semble, dans votre œuvre. Et Mitchell avait une question à vous poser à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Oui, donc je voudrais savoir, concernant le personnage de Sadie, sachant qu'elle vit chez ses faux grands-parents au Canada, qu'elle aime danser, jouer du piano, j'aimerais savoir s'il n'y aurait pas un lien avec votre vécu. Alors, je peux vous dire très sincèrement que les 4 enfants sont moi. Et que j'en ai plein d'autres en moi. Je me suis dit, parce que justement, on raconte notre vie comme une histoire. Et on devient un peu complaisant. Donc, je pourrais dire, oui, Sadie, c'est un peu l'histoire de Nancy Houston telle qu'elle aime se la raconter. Elle se la raconte comme ça. Si je rencontre quelqu'un que je veux qu'il me prenne en sympathie, je vais dire, oui, j'étais une petite fille très triste, sa mère l'a quittée, j'ai fait du piano pour rester en contact avec ma mère, et blablabla. Et donc, je vais me sentir très, très... voilà, on va me plaindre et ça va, je vais attirer la sympathie et tout. Et ça, c'est donc mon histoire. Mais en écrivant Ligne de Faille, j'ai découvert que j'avais aussi été Christina comme petite fille. C'est-à-dire que j'étais vraiment aussi très lumineuse, très radieuse, très joyeuse, curieuse et voilà, éblouissez-moi. Et que j'avais été un petit sol pervers, cruel, méchant et égoïste, que j'avais été Randall, perplexe et inquiet et insécure. Et je crois que si j'avais écrit 18 chapitres de Ligne de Faille, j'aurais eu 18 enfants en moi. Et donc, c'est aussi une leçon, ça, sur qu'est-ce qu'on choisit de raconter ou de se raconter de soi-même, de qui on est. Tous les acteurs le savent, qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, si vous faites du théâtre, si vous allez voir du théâtre et voyez les mêmes acteurs qui jouent des rôles très, très différents, au cinéma aussi, eh bien, c'est aussi parce qu'on contient ces gens. Et on les contient, on les reconnaît, on peut les trouver. C'est pareil en lisant un roman. Si vous êtes complètement différent, vous ne pouvez pas vous identifier au personnage. Et c'est ça la liberté de ces formes culturelles que sont le roman, la pièce, le théâtre, le cinéma, qui nous ouvrent à d'autres facettes de nous-mêmes et nous permettent de nous identifier à des gens qui ne nous ressemblent apparemment pas. Et justement, ça me permet de faire une transition avec Bad Girl, puisque vous m'avez dit que vous avez choisi de rédiger ce roman à la 2e personne pour que les gens puissent s'y identifier, pour que les lecteurs puissent s'y identifier. Et que ce soit non seulement une autobiographie sélective, comme je disais tout à l'heure, mais peut-être aussi une autobiographie du lecteur, c'est-à-dire que ça pourrait être l'un des nombreux chapitres de l'enfance des personnages. Et vous choisissez de raconter à la petite Dorite, votre double, qui va naître, tout ce qui concerne le monde dans lequel elle arrive, en 9 mois de grossesse. En quelque sorte, c'est la chronique d'une naissance annoncée. Donc, bien que là, j'ai peut-être un peu donné déjà trop d'éléments, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait ce choix de la 2e personne. En fait, c'est vrai que je suis très contente des réactions à ce livre qui sont comme les réactions à un roman où les gens me disent mais je me suis reconnue, ça m'a beaucoup fait penser à ma propre enfance, à la grossesse de ma mère ou à ce que vivaient mes parents au moment où j'étais en route, on va dire. Mais ça c'est pareil pour Ligne de Faille, des gens qui ont pu me dire plein de lettres de gens qui disent voilà, j'ai repensé à l'histoire de ma famille un peu comme ça. Essayez de vous imaginer dans le corps et la tête de vos parents à 6 ans, ça existe, ou de vos grands-parents à 6 ans. Quel monde ils avaient, quel accès ils avaient au monde, quelle était leur réalité scolaire, politique, religieuse. C'est passionnant comme ça bouge d'une génération à l'autre. Et ici, la 2e personne, oui. Mais en fait, en écrivant
je me suis aperçue pour la xème fois que la deuxième personne, c'est mon style préféré, c'est ma forme préférée. Et je crois que ça vient du fait justement que ma mère était loin. Ma mère est partie quand j'avais 6 ans, donc, mais vraiment partie de chez partie, c'est-à-dire on n'a jamais plus vécu à moins de 500 km l'une de l'autre. Mais en revanche, elle est restée en contact tout le temps, par des lettres et des cadeaux, et des lettres et des cadeaux. Toute ma vie. J'ai encore une lettre ce matin. Et donc, ça veut dire que, en fait, je deviens femme de lettres, très jeune. Je deviens fille de lettres, parce que je commence à résumer ma vie pour quelqu'un et que j'ai envie d'intéresser. N'est-ce pas? Donc, je fais toujours... Et je m'aperçois, voilà, dans Cantique des plaines, c'est à la deuxième personne. Danse noire, c'est beaucoup à la deuxième personne. J'ai fait plein d'articles. Romain Gary, j'ai fait un livre sur le grand auteur Romain Gary, romancier magnifique. J'ai écrit tout le livre à la deuxième personne en le tutoyant, alors que je ne le connais pas du tout. Enfin, je ne l'ai jamais connu. Et je crois que Romain Gary, il avait lui-même fait un faux livre d'entretien. Oui, oui. C'est La nuit sera calme, et La nuit sera calme, où il s'auto-interroge sur les grands épisodes de sa vie. Donc, ça aurait pu être vous, avec qui oui, Gary, c'est un vrai menteur. C'est un vrai... Il adore mentir. Oui, on va dire mentir. Il adore mentir. Il adore se cacher derrière plein de pseudonymes, dire des réponses dont il sait pertinemment qu'elles sont fausses quand on lui pose des questions. Et donc là, c'est vrai, c'était une supercherie grandiose avant d'autres. Il a eu 2 fois le prix Goncourt, une fois sous son premier pseudonyme et une fois sous un autre pseudonyme. Mais il n'a que des pseudonymes. Et c'est vrai que La nuit sera calme. Il demande à un copain à lui, Bondy, c'est François Bondy, c'est le père de Luc Bondy qui dirige aujourd'hui, qui a dirigé le théâtre de l'Odéon. Et maintenant, il est à Avignon, c'est ça? Anyway, il demande à ce François Bondy s'il peut écrire un livre en faisant semblant que c'est Bondy qui l'interroge. C'est un vieux copain d'enfance. Bondy dit « Ok, pas de problème, je t'adore, tu fais ce que tu veux ». Et donc Gary écrit les questions et les réponses. Mais pourquoi? Parce que seul un vrai copain peut l'houspiller, l'agresser, lui dire « mais ça c'est dégueulasse, mais pourquoi t'as fait ça, mais t'es vraiment bête ». Ça. Donc il s'attaque lui-même, il dit quelques vérités désagréables, déplaisantes sur lui-même, grâce à par ce truchement de la fausse interview. Ouais. Alors avant de nous éloigner vers d'autres horizons littéraires, je vais peut-être passer la parole à la salle pour quelques questions. Oriane, il faut absolument parler dans le micro. Jean-Luc me l'a rappelé tout à l'heure. Bonjour. Puisque vous parliez de Gary, et je mets ça en lien avec ce que vous disiez au tout début sur le fait que les enfants n'étaient pas très aimés dans la littérature, mais il y a des personnages d'enfants chez Gary, Momo dans La vie devant soi, qui... c'est des ados, hein? Oui. Enfin, oui. 14 ans, c'est son âge préféré à Gary. Alors, du coup, ma question, est-ce qu'il y a des enfants de chez Gary qui vous ont inspiré ou que vous avez apprécié et qui ont pu se retrouver d'une manière ou d'une autre dans Ligne de faille? Se retrouver, non, mais j'aime énormément La vie devant soi, c'est sûr que ça, c'est un livre extrêmement important pour moi. Je pense que ça devrait être une lecture obligatoire dans tous les collèges de France et de Navarre, la vie devant soi, parce que c'est aussi une réflexion sur l'identité, notamment religieuse, etc. Sur le rapport entre les Juifs et les Arabes. C'est très drôle, c'est décapant, c'est étonnant et insolent. Ouais, génial. Alexandre? Bonjour madame, moi j'avais une question sur la structuration de votre récit. Je voulais savoir si vous étiez inspiré d'œuvres cinématographiques. Vous parliez tout à l'heure du cinéma et de la musique. Si vous étiez inspiré d'œuvres cinématographiques pour
pour structurer votre récit. Je pense notamment à des films comme Memento ou des choses comme ça. Comme Memento? Memento, oui. Je ne l'ai pas vu. Ah, ben c'est un film un peu plus récent. Après, il y a d'autres films après qui sont plus récents aussi, comme Cloud Atlas, mais qui sont sortis après votre livre. Et donc voilà, je voulais savoir si vous aviez eu une inspiration. Pourquoi vous évoquez ces... Pour la marche arrière, ouais. C'est pour ça. la structuration du récit, voilà, c'est ça. Pour l'antichronologie. Tout à fait. Je ne me suis pas inspirée de cinéma, mais par contre, je me suis inspirée d'une pièce de théâtre de Pinter qui s'appelle Betrayal, Trahison. Ça a été joué l'année dernière à la Comédie Française Petite. Où on commence aujourd'hui et c'est une histoire d'amour en fait et on finit avec le couple qui tombe amoureux. C'est un amour adultère. Donc c'est la dernière scène, c'est quand ils tombent follement amoureux et en fait on va comprendre en marche arrière, on va aller jusqu'au voilà, c'est terrible ce qu'ils vont devenir. Mais donc et ensuite j'ai découvert d'autres romans qui sont construits comme ça. Il y en a quelques-uns que j'ai découverts après coup, qui étaient écrits avant, etc. Donc je prétends absolument pas avoir inventé toute seule quelque chose. Mais comme j'ai dit, en fait, c'est aussi comme un polar, parce que ça arrive très souvent quand vous commencez le polar avec le meurtre. Enfin, vous avez le cadavre qui est là, ça c'est le résultat. Et tout le travail du détective va être de reconstituer la chaîne causale, cause à effet, pour montrer comment on est arrivé là. C'est un peu comme cette structure-là. Merci. Je crois qu'il y avait Magali et Anne. Madame, je voudrais savoir pourquoi dans un roman Les lignes de faille, les parents assimilent seuls à Dieu. Est-ce que c'est votre point de vue sur l'éducation actuelle des enfants? Aux États-Unis, dans un certain milieu américain, on peut dire l'enfant Dieu. C'est lui-même seul qui se considère comme presque l'équivalent d'un deuxième Jésus ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que pour créer le personnage de Saul, je me suis beaucoup inspirée de mes propres petits frères américains et leurs épouses notamment, et la manière dont ils élèvent leurs enfants, que je trouve... incroyable. Cette sorte de, surprotection et que tout est fait pour lui et qu'il ne faut jamais qu'aucun danger ne puisse l'approcher ni de près ni de loin. Et on voudrait en faire une sorte de petit génie. Je crois que c'est très stressant pour l'enfant en question. Le côté très névrotisé de Saul est beaucoup à cause de ça, quoi. Je me souviens, il y a des scènes qui sont vraiment tirées de souvenirs directs. C'était une de mes grandes inspirations, mes visites aux États-Unis, à Massachusetts. Je connais moins bien la Californie, mais mes frères habitent le Massachusetts. Et des promenades comme ça, au bord sur une petite route de campagne, et chaque fois qu'il y a une voiture, on coupe la conversation, quelle qu'elle soit, on dit « Cars coming !» ouais, comme si on ne le savait pas. Et puis, « Thank you, you're welcome !» Et puis, voilà, on a oublié de quoi on parlait. Et puis, le côté protection de tout dans la maison, que l'enfant ne puisse surtout jamais prendre un coup, se cogner, enfin, je ne sais pas. Ensuite, quand on pense que c'est le même pays qui est en train de bombarder des villes en même temps, quoi, et ils s'en fichent, il y a 100 000 personnes irakiennes qui meurent pendant ces années-là, mais nous, notre petit garçon, il ne faut pas qu'il puisse se coincer un doigt quelque part. C'est incroyable. Mais avec le père, en fait, il fabrique des robots pour faire la guerre, mais à distance, en fait. C'est ça. Pour que surtout pas il y ait de victimes américaines, oui. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'aimerais savoir, à la fin de votre livre « Ligne de faille », il y a une note de l'auteur avec vos sources bibliographiques. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé, ce travail de décantation, comment vous avez fait pour qu'il y ait du savoir
historique dans votre roman, sans que ça soit lourd, sans que ça pèse? Combien de temps il a fallu entre la lecture des sources et puis le passage à l'écriture? Oui, c'est sympa comme question, ça. Mais j'ai un côté, c'est vrai que j'ai un côté encore étudiante. J'ai beaucoup aimé, j'aime toujours travailler en bibliothèque, etc., amasser des notes, tourner des choses dans ma tête. Et donc, le livre décisif pour Ligne de faille, c'était un livre d'une femme qui est morte il n'y a pas longtemps, à presque 100 ans, Gita Sereni, et qui s'appelait Le trauma allemand. Et c'est dans ce livre qu'il y avait un chapitre sur les enfants volés, et moi j'ignorais tout de cette histoire. Il y aurait eu des centaines de milliers d'enfants polonais et des pays baltiques kidnappés par les Allemands pour compenser les pertes de guerre. Donc, entre 1943 et 1945, des centaines de milliers d'enfants qui ont été volés et qui ont été amenés en Allemagne, soit pour être incorporés tout de suite à l'armée s'ils étaient ados, soit pour commencer à faire des bébés. On leur donnait même des injections d'hormones si c'était des filles de 13-14 ans pour qu'elles soient réglées plus tôt et puissent commencer à fabriquer. Donc, c'est des petits Aryens. Donc, c'était toujours des enfants blonds avec une apparence aryenne, comme ça, qui pouvaient faire partie d'un projet de la Grande Allemagne. Et c'est vraiment un des trucs les plus glaçants, une des démarches les plus effrayantes de l'Allemagne nazie. Et voilà, et cette femme, Gita Sereni, elle a fait partie, elle travaillait pour une association qui s'occupait des réfugiés après la guerre. Et c'est elle, avec d'autres, qui est allée dans les familles allemandes où ces enfants avaient été placés petits. S'ils étaient tout petits, ils étaient placés, comme Christina. Et sur la base, parce qu'ils étaient inondés de lettres de parents qui avaient perdu leurs enfants, et donc ils donnaient les dates, les descriptions, l'âge, etc. Et c'était des tragédies les unes après les autres, parce que vous imaginez, vous prenez un enfant de 6 mois ou 2 ans, et mettons un bébé, quoi, et vous le mettez dans une famille qui l'élève de façon aimante et chérissante pendant 3 ans. Ensuite, vous essayez de le rendre à ses vrais parents. C'est quoi? Il va dire, mais c'est pas ça, mes vrais parents. Ils parlent pas leur langue. Ils parlent pas leur langue. Ils les connaissent pas. Ils connaissent pas leur odeur, etc. Donc, c'était des situations terribles. Et parfois, l'enfant n'avait aucun souvenir, mais si on lui chantait en polonais, il réagissait, etc. Il commençait à faire des cauchemars, à ne pas dormir la nuit. On avait touché des souvenirs très, très archaïques, très anciens. Ah, voilà, c'est ça vraiment le point de départ pour moi, c'était ces histoires-là, de dire mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Si on peut devenir quelqu'un d'autre à l'intérieur, au sein d'une famille, bah oui, c'est l'adoption le prouve. On connaît tous des exemples, mais ça ne dépend ensuite. Ensuite, je prends ça, je prends mes observations américaines avec les enfants gâtés, je prends des souvenirs d'enfance à moi, et ensuite je fais une prière. Et je me lance. Ouais. Mais on ne peut pas vraiment parler de temporalité parce que, justement, bon, les lectures, j'ai dû les faire entre 2003-2004. J'ai écrit en 2005. Je suis allée en Israël et dans les territoires palestiniens exprès pour comprendre ce qu'avait vécu Randall, pardon. Donc, je suis allée à Haïfa, j'ai visité l'école. Enfin, j'ai construit tout le chapitre Haïfa grâce à ce voyage. Ouais. Je ne sais pas comment je sais de quoi j'ai besoin, mais je sais quand j'en ai besoin. J'avais été invitée en Israël avant. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller en Israël juste comme ça, comme pour camper un personnage, pour camper mon personnage d'écrivain, ça ne m'intéresse pas. Mais si un jour j'ai une raison liée à mon travail de venir en Israël, je vous relancerai, je vous serai très reconnaissante de m'organiser la chose, mais je voudrais aller en Palestine.
Et donc, ils ont dit OK. Et c'est vrai, 2 ans plus tard, j'ai dit, c'est le moment. J'aimerais aller à Gaza, Naplouse, etc. Et puis, j'ai découvert cette partie du monde. Donc, c'est un métier génial, en fait, romancière, parce que je refais mon éducation avec chaque roman. J'ai tout un nouveau domaine qui s'ouvre à moi, j'ai la tête remplie de complètement autre chose, la danse moderne, les cow-boys, les Indiens, les enfants volés. En ce moment, je suis dans les sables bitumineux à l'ouest du Canada, vous imaginez. Ah, et vous m'avez parlé aussi d'un essai c'est pas un essai, c'est un livre composé de plusieurs nouvelles qui vient de sortir aux éditions de la Découverte, autour de la prison, n'est-ce pas? Ah oui, je vous le recommande. Si peut-être qu'on peut acheter un exemplaire pour la bibliothèque ici. On fera suivre. Ça s'appelle Passer par la case prison. Et donc, je ne sais pas si... Non, on ne l'a pas mentionné encore, mais moi, je vais souvent surtout à Fleury-Mérogis, chez les hommes et chez les femmes. Et là, l'idée, c'était de dire... Ça fait partie d'une grande campagne de l'Observatoire international des prisons pour sensibiliser les gens au fait que la prison en France est une honte, un vrai scandale, les conditions et les résultats. Et donc, ils ont eu une campagne qui s'appelait « Ils sont nous ». Et c'est-à-dire que vraiment, c'est pas des gens d'une autre espèce qui se trouvent derrière les barreaux, c'est des gens qui ont une histoire, ça pourrait nous arriver, c'est vraiment pas si loin de ce qu'on peut vivre, ça dépend, c'est facile de décrocher, voilà. Donc, ils ont demandé à des auteurs de rencontrer des détenus, des ex-détenus, et de raconter leur histoire. Et c'est des auteurs magnifiques, Virginie Despentes, Marie Dariussec, Mohamed Kassimi, Gérard Mordillat, Pierre Lemaître, qui vient d'avoir le Goncourt, Philippe Claudel, autre Goncourt, Olivier Brune, magnifique auteur ami, qui fait des super ateliers d'écriture aussi. Et alors moi, on m'a donné, entre guillemets, Ah, c'était drôle. Olivier Brune, on lui a donné une petite frappe de banlieue, un dealer de drogue et tout. Il a dit non, je connais trop bien, c'est pas intéressant, je connais. Donc on lui a donné un pédophile. Il a dit gloops. Il a fait un très beau texte avec ce pédophile. Et moi, on m'a donné une meurtrière, une femme qui a tué son mari et qui est devenue une copine, quoi. Voilà. Et mais j'avais pas du tout du mal à comprendre comment elle pouvait tuer son mari. J'avais du mal à comprendre. Alors, sincèrement, je vous le dis sincèrement. Pour un écrivain, l'intéressant, c'était pas Marie-Hélène, c'était son mari. Comment on devient un monstre, entre guillemets, comme ça? Marie-Hélène a été torturée 18 ans durant. C'est comment elle l'a pas tué plus tôt, quoi. Mais comment devient lui? Et ça, je suis très frustrée. Je sais que je le saurai jamais. Personne n'a témoigné en sa faveur au procès. C'était un type qui était universellement détesté. Comment on devient un homme aussi horrible que ça? Ça intéresse un écrivain.